Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour notre traditionnelle matinale des actus ludiques avec Pénélope dans une semaine qui est extraordinaire puisque c'est la semaine post-sélection de l'As d'Or. Comment ça va Pénélope? Je suis crevée. Salut à tous dans le chat, salut sur YouTube et salut et bonjour Martin, n'est-ce pas? J'espère que tu vas bien toi aussi parce que toi aussi tu dois être un peu crevé. Oui, bah alors nous c'était relativement facile. Nous avons accueilli le jury de l'As d'Or au chalet d'un monde de jeu pour pouvoir discuter, construire la sélection qui sera dévoilée bientôt. Toi tu faisais partie du jury aussi. Donc Ouais. c'est évidemment des périodes qui sont à la fois festives. Rappelons que l'As d'Or c'est une fête, que le jeu de société c'est un loisir et que nous prenons beaucoup de plaisir à naviguer dans ce monde-là. Mais c'est aussi incroyablement intense, on dort un petit peu moins pendant ces périodes-là, mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui de nous retrouver pour vous parler de l'actualité, de vous parler de tous les sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, et il y en a pas mal, notamment beaucoup de sorties dont on va parler, beaucoup d'annonces de jeux qui vont arriver prochainement, que nous allons évoquer ensemble ce matin. Les financements participatifs, on va vous parler des jeux qui arrivent sur les plateformes de financement et les vidéos qui ont ou qui seront diffusées sur notre chaîne. J'ai préparé quelques vignettes aussi pour faire du teasing de ce qui va arriver prochainement. Voilà pour le sommaire de cette émission. En plus, il y a des jingles de folie, nous dit-on. Je ne les ai pas changés encore. Cette semaine, je les changerai rarement en réalité parce que c'est du boulot en plus. Mais tout est prêt. On a pas mal d'actualités et on va commencer évidemment par les news. On a déjà commencé par les news puisqu'on a déjà évoqué le sujet des As d'Or. Les nommés vont vous être révélés, mais maintenant c'est une info qui circule. On sait pas. Pas celle des nommés. Ça sera le 29 voilà. Janvier. Pas celle des nommés. Non, c'est la date qui circule. Ça sera le 29 janvier sur la page du Festival des Jeux de Cannes sur Facebook. Voilà, donc à 17h30 précisément. Il y aura une conférence de presse qui aura lieu à Cannes, dans laquelle il y a 2 membres du jury qui vont représenter l'ensemble du jury sur cet événement. Évidemment, c'était un peu compliqué de réunir tout le monde pour cet événement, donc ça sera Marie Giordana et Nicolas Maréchal, qui nous vient de Belgique, qui fera le trajet jusque Cannes. Belle aventure. En cette période, c'est sympa d'aller à Cannes. Ça nous change un petit peu alors ça dépend le temps qu'il fera là-bas, mais bon, c'est plutôt un voyage qui est sympathique. Et vous découvrirez cette liste qui est composée vous découvrirez ça, je dis rien du tout, parce qu'en fait, peut-être il y a des surprises en nombre de jeux, peut-être il y a des surprises, peut-être il y a des nouvelles catégories, on ne sait pas du tout, ça sera la grande surprise de cette sélection, comme chaque année, on se demande s'il y a des évolutions. Il y a une deuxième actu autour du Festival des Jeux de Cannes, cette fois-ci ça concerne le jeu qui sera distribué, je ne sais plus si on l'avait déjà évoqué, mais on a une petite image en tout cas de la couverture de boîte, je vous montre ça, il s'agit du Dixit, spécial Fiche 2024, un Dixit cérémonie qui sera consacré aux jeux de société avec des tonnes d'images de jeux de société à l'intérieur. C'est une boîte archi collector. Alors celle-ci, comme à chaque fois, ça va s'arracher. Vraiment, on a envie d'avoir cette boîte, on a envie de la caler dans notre bibliothèque, dans notre ludothèque. Il y a peu de jeux de société hyper collector. Celui-ci, c'est marqué dessus que c'est hyper collector. Et ça sera distribué à ceux qui ont pris des passes et ça sera également vendu sur place. Oui. Et j'ai hâte de voir justement les belles illustrations qui seront à l'intérieur. C'est un objet que j'ai très très hâte d'avoir dans les mains, moi personnellement. Donc, moi, c'est le seul que j'ai noté, il faut que je l'achète. Hyper bonne idée. Mais voilà, c'est ça, il faut que je l'achète. Voilà pour cette actualité-là. On sera nombreux évidemment à aller sur Cannes, donc il sera vendu sur le festival lui-même. C'est un petit tirage, je ne sais plus le nombre d'exemplaires, mais je crois que c'est quelques milliers seulement. Voilà, je crois 4000, un truc dans le genre. Oui. Je vous ai oublié le jingle des news ludiques déjà. Ça, les gens vont m'insulter, je pense. Je ne sais pas s'il y a eu des remarques sur le chat, mais on va quand même se faire plaisir en mettant le jingle Board Game Arena, puisqu'on rentre dans cette rubrique-là. Tout à fait. Donc les Board Game Arena Awards, on en avait parlé la semaine dernière, c'est le prix qui a lieu sur Board Game Arena, qui s'est lancé pour la première fois. On vous avait fait la semaine dernière nos choix, nos catégories, et les résultats ont été dévoilés cette semaine. Oui, c'est finalement un prix des joueurs et du public qui peuvent voter sur le site. Donc dans la catégorie meilleur jeu grand... Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a les pourcentages de vote. Donc on sait un petit peu, on n'a pas seulement le gagnant, on a tous les pourcentages on sait le pourcentage qui a voté pour quel jeu. Donc le grand gagnant des meilleurs jeux grand public, c'est les Aventuriers du Rail Europe. Oui. Je ne l'aurais pas imaginé si loin devant. Mais bon, c'est là qu'on voit que les Aventuriers du Rail, c'est vraiment un classique qui parle à un très grand nombre de gens. Et c'est un jeu qui marche très très bien en ligne.
Oui. aussi. Il y a ça qui est à prendre en compte. Le meilleur jeu classique, c'est Hit. Moi, je suis ravie, je l'adore. Très contente pour Hit. Voilà, donc celui-ci. Alors, je ne sais pas si c'est si bien à jouer sur Board Game Arena. C'est ça qui me surprend un petit peu avec ce genre de sélection. C'est que, est-ce que vraiment c'est super sur la plateforme? Moi, j'ai pas osé. J'aime tellement bien avoir des joueurs autour de la table que, pourquoi pas, après tout. Moi, je pense que... Enfin, j'y ai pas joué sur Board Game Arena, mais j'imagine bien que le système doit fonctionner quand même. C'est une course, donc ça doit être assez rigolo de voir sa petite voiture avancer. Meilleur jeu hardcore. Bon, hardcore, le mot est fort quand même. À chaque fois, ça me fait rire. C'est Ark Nova avec un score écrasant de 52% des votes. C'est assez hallucinant. Meilleur jeu à 2 joueurs, Sky Team, qui effectivement marche très très bien en ce moment. Et le fameux meilleur jeu de forêt. Qui revient à Earth. Qui est vraiment, moi, ma catégorie favorite. Ils ont voulu faire un peu une blague, et moi, je trouve que la blague est excellente. Et j'ai hâte de la catégorie de l'année prochaine. Et mon Applejack n'arrive que en 5e position, malgré tout le battage que j'ai fait. Je suis le seul joueur en France. Donc écoute, moi, je pense que c'est uniquement grâce à toi qu'il a 5% des votes. Parce que je pense que sinon, il serait arrivé en dessous de Tucano. Il y a eu quand même pas mal de bruit autour d'autres jeux, comme 61 feuilles d'automne, grâce à Théo Rivière et son live, enfin le live sur votre chaîne et tout, donc c'est pas si mal. Moi, je trouve que t'es bien placé avec Applejack. Félicitations pour ta victoire. Merci beaucoup, je suis ravi. Voilà. Ça, c'était les BGA Awards, donc le prix qui revient, qui sera, j'imagine, maintenant annuel. Ça permet aussi de faire une actualité. C'est intéressant d'avoir tous ces prix-là. Ça permet de communiquer autour de ce que font ces plateformes. Et à côté de ça, chaque semaine, il y a des jeux qui sortent sur Board Game Arena. Le jeu qui sort cette semaine, c'est Amalfi. Amalfi, c'est un jeu qui est publié par Silex Games. J'ai pas préparé, donc je vais avoir du mal j'ai pas préparé le nom des auteurs. Donc Takeo Yamada, quelque chose comme ça. Et le deuxième, j'arrive pas à le lire. C'est l'auteur. Le deuxième, je crois que c'est l'illustrateur. C'est l'illustrateur, peut-être. Le jeu est uniquement de Takeo Yamada. Et c'est un jeu de gestion, un vrai jeu de gestion avec un système de ressources très original, beaucoup de richesse à l'intérieur du jeu. Vous avez vraiment matière à réfléchir, beaucoup de renouvellement entre les parties également. C'est un excellent jeu, Amalfi, assez particulier. Il est disponible sur Board Game Arena. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez regarder les vidéos qu'on a faites puisqu'on vous l'a expliqué en long, en large, en travers. Il était présent sur les Sabliers d'Or et donc vous pouvez maintenant y jouer sur Board Game Arena avec des joueurs du monde entier, progresser dans les classements, vous perfectionner et écraser les joueurs que vous aurez autour de la table par la suite quand vous organiserez une soirée Amalfi. Plein de choses cette semaine dans le Tour du Monde ludique. On va commencer comme chaque semaine par faire un petit tour sur les annonces qui ont lieu en France, donc les jeux dont nous avons entendu parler. Et les puis nouvelles après, qui circulent en France. On continuera le Tour du Monde. Alors, par quel jeu on commence? Moi, je les ai par ordre alphabétique, donc je te suis. D'accord, je t'avais mis un petit ordre numéroté, mais je pense que c'était... Bon, ok, on passera à l'ordre alphabétique. Non, c'est comme tu veux, je te suis juste, simplement, je te laisse les annoncer, comme ça je montre la bonne image. D'accord. On a, première news, toute petite news, on avait déjà parlé de ce jeu, c'est Harmony, ou Harmonies dans sa version anglaise. C'est juste Libellude a annoncé le jeu depuis la nouvelle circule depuis un petit bout de temps. Mais là, on a enfin des images un peu définitives et de la boîte et de l'arrière de la boîte. Et comme c'était très beau, j'avais envie de vous en faire profiter. Alors, pas en français l'arrière de la boîte, parce que pour l'instant, ça n'a pas encore trop circulé. On trouve des informations, c'est l'originalité de ces news, on cherche un petit peu partout, et on trouve des informations parfois avant sur les sites étrangers que sur les sites français. Donc on vous montre cette arrière de boîte en langue étrangère. À chaque fois, je suis un petit peu sidérée de cette chose, mais même avant les sites concernés, c'est-à-dire que là, ils disent Libellude a annoncé, mais sur aucun site de Libellude ou sur la page Facebook de Libellude, il n'y a cette info-là. Donc c'est très drôle de voir qu'il y a des sites, mais bon, je pense qu'ils ont peut-être des infos par d'autres biais, forcément. Donc donc c'est un jeu où on va faire des motifs avec des petites tuiles en bois qu'on va poser sur son petit plateau. Donc chacun aura son petit plateau personnel, c'est pas du tout un plateau commun au centre de la table. Et vous voyez, il y a des cartes objectifs à remplir qui sont un peu comme ça va être un peu... En fait, on va reconstituer un paysage sur son plateau perso. Et on va un petit peu... voilà. Donc, on comprend un peu le gameplay en regardant l'arrière de la boîte. On voit que les illustrations sont plutôt très, très belles. Et ça, c'est
le travail libellude comme d'habitude. C'est rare on voit que l'illustration d'ailleurs c'est Maeva da Silva et l'auteur c'est Johan Benvenuto. Exactement. Ouais. Donc c'est presque fait en interne parce que Maeva da Silva, elle travaille à temps plein chez Libellude, elle gère l'aspect graphique et là elle a été au-delà, elle a fait les illustrations, elles sont absolument magnifiques. C'est un jeu très simple. La couverture est magnifique. C'est un jeu dans lequel on va faire effectivement son pattern, son plateau. On va essayer de remplir des objectifs en fonction de 4 objectifs qu'on va récupérer et qu'on va placer devant soi, qui vont nous guider dans nos choix. Et il y a un petit côté qui... Les gens vont comparer à Azul, ça n'a rien à voir avec Azul, mais il y a un petit côté dans lequel on se partage les petites rondelles que vous voyez sur le plateau, des rondelles territoires. On se les partage en les choisissant à son tour, en laissant celles qu'on ne prend pas à ses adversaires. Donc il faut surveiller ce que les autres font. C'est super malin comme jeu, très agréable. C'est une grosse attente de ce début d'année. Ouais, et un vrai truc, le petit point différent aussi, c'est, regardez bien l'image, on voit tout de suite que, en gros, les tuiles vont former un paysage, on le voit, c'est-à-dire que on voit un arbre qui est dessiné, on voit une rivière qui se dessine, c'est pas du tout ce qu'on peut avoir dans certains de ces jeux où c'est un peu aléatoire, dans le sens le résultat est un peu aléatoire et où ça fait juste des tuiles et que très abstrait. Là, c'est abstrait, mais le résultat fait un décor cohérent. Et c'est le truc qui était un peu, pour moi, le petit plus intéressant de ce jeu. On enchaîne avec le jeu suivant. Je te laisse l'annoncer et je monte l'image. Ouais, alors c'est Corridor Pac-Man chez Gigamic. Il y en a un dans le chat, je sais qu'il y a joué. J'ai vu une vidéo de lui, Univers Board Game, qui est dans le chat, qui a joué. Moi, je n'y ai pas joué personnellement, mais Corridor est un genre de classique. Voilà, on peut le dire. Et donc, la version Pac-Man est annoncée pour juin 2024. Et c'est une version qui est assez différente. C'est pas du tout, on ne doit pas du tout arriver à l'autre côté du plateau, comme dans Corridor. Et là, un joueur va jouer Pac-Man et un joueur va jouer les fantômes. Et on reprend le thème du jeu vidéo où Pac-Man va devoir essayer de manger les petites boules de légumes. Je sais plus ce que c'était dans le jeu d'origine. C'était un truc. C'était les fantômes. Ah oui, après il y avait les gommes. Mais pour manger les fantômes, il fallait manger les petites pastilles. Et les fantômes vont essayer d'attraper Pac-Man. Et donc ça peut être plusieurs contre un ou un contre un. Pac-gomme, ouais. Voilà. Les Pac-gommes. Exactement. Et vous voyez le petit logo Gigamic, ça c'est le petit détail qui me fait super plaisir. On a envie de l'avoir, le matériel a l'air super rigolo. Ouais. Le logo Gigamic avec des petits fantômes, c'est très bien vu également. C'est une adaptation, c'est un jeu à licence, mais ce qui attire la curiosité, j'ai envie d'y jouer. Ouais, j'ai l'impression, je ne sais pas si on me contredira dans le chat, mais que les petits personnages sont aimantés et que c'est comme ça qu'ils sont fixés mais c'est au visuel. J'ai l'impression que ça bouge pas trop et que c'est ça qui fait que ça reste parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire tenir, vu que c'est... Ou alors c'est plat en dessous et je le vois. Pas aimanté, nous dit-on. Alors, pas aimanté. Non, tant pis. Donc, ça doit être juste que le petit Pac-Man est plat en dessous et tient sur son socle. Le jeu suivant, avançons, j'ai envie de dire. C'est Tengu chez Banquise. Oui. Édition, je me mets aussi moi ma petite Alors là, page. le visuel n'est pas définitif, j'insiste dessus, on a les annonces de Banquise, du coup, comme je ne l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux français, forcément, c'est septembre 2024, donc c'est un peu tôt pour parler de ce jeu en réalité. On a envoyé un petit message, Aline a envoyé un message à Bertrand de Banquise pour savoir déjà si on pouvait en parler ou si c'était trop tôt. Bon, il y a le visuel sur les sites étrangers, donc bon, j'allais dire, il y a quand même une page Board Game Geek, ce qui est souvent ce qui me valide et me conforte dans le fait d'en parler, parce que vraiment, quand on veut pas qu'un jeu, on en entende parler, on le met pas sur Board Game Geek. Donc Bertrand nous a précisé, oui, on peut en parler évidemment, c'est pour septembre, donc c'est pas pour tout de suite, je vais demander la date. C'est une version enfant, on va dire, de Yokai, mais on marque clairement le titre indiqué, c'est Tengu, pour ne pas qu'on confonde non plus les deux, c'est plus à la mode de dire Yokai enfant. Donc c'est un autre nom, c'est un visuel qui n'est pas définitif, c'est toujours un jeu de Julien Griffon, c'est illustré par Christine Alcouf, c'était le cas de Yokai, et donc ce jeu va arriver en septembre, on l'a vu un petit peu tourner nous au chalet, donc on le connaît un petit peu, mais j'enchaîne directement parce que... Oui, d'accord, ok. Ah, non, c'était juste pour dire que ça sera un jeu qui se base sur le memory et la déduction, et où on va essayer de retrouver les jouets des yokai qui ont été perdus dans la forêt, et c'est un jeu de coopération, je crois. Voilà, tout ça est marqué sur Board Game Geek, je ne dévoile rien de secret. Bien sûr, il fait partie des jeux qui sont testés par les petits testeurs, Aline nous le précise, au chalet régulièrement. Mais du coup, comme on a échangé avec Bertrand, il nous a donné les dates des autres jeux. Donc Temple Code, ça sera mai 2024. C'est le
un autre jeu Banquise qui est signé par Johan Levé et illustré par Jib, un jeu de déduction, comme Johan en fait pas mal ces derniers temps. Oui, il fait des jeux de déduction. Tu vois. Ouais. Et puis je sais plus si on en a parlé de Temple Code dans les précédentes émissions. Il y en a un autre, et ça je ne sais pas si on en a parlé, mais j'y ai joué également, j'ai joué à tous ces jeux-là. Ink It, c'est incroyable ce jeu, j'ai hâte de le voir sortir et de le sortir également au chalet, c'est prévu pour mai 2024, toujours chez Banquise, et c'est un jeu très original dans lequel vous allez avoir des tampons, et vous allez utiliser ces tampons, vous allez les choisir pour pouvoir faire deviner des choses, un petit jeu de devinette en 3 coups de tampon. Je vous montre l'arrière de la boîte, vous allez piocher des cartes, tamponner pour dessiner, l'arrière est parfait, là on comprend tout de suite ce dont il s'agit, et associer des mots au dessin ensuite, essayer de repérer, ce dessin c'est forcément, ça correspond à cette image-là, celui-ci à celui-là, mais en fonction du nombre de coups de tampon que vous allez faire, ça sera plus ou moins facile de faire deviner. Au début on a le droit de faire plein de coups de tampon, c'est facile, et puis plus on avance dans le jeu, moins on a le droit d'en faire, et ça devient hyper compliqué, et le plaisir tactile de manipuler les tampons, c'est génial. Voilà pour les annonces des jeux Banquise. Ça donne envie d'essayer en tout cas quand on parle. Et merci à Bertrand du coup qui nous a filé ces informations en supplément. On n'a pas toujours le temps de contacter chaque éditeur, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ceux qui nous suivent, ceux qui veulent communiquer autour de leur jeu, n'hésitez pas à le faire, ça nous donne de la matière en plus. Et puis un peu d'enthousiasme aussi dans cette émission parce que c'est sympa d'avoir des choses à dire sur les jeux. Ok. Le jeu suivant, c'est chez Greux Games et c'est Nain. Et Nain, en fait, il y a une histoire autour, donc je suppose que tu la connais aussi. Oui. Moi, je l'ai découverte en fait en me renseignant dessus. C'est le thème, alors en fait, c'est Nidavellir à l'origine, était un projet de Serge Laget qui devait se passer dans l'univers de Nain, qui est une bande dessinée. Alors il devait pas, mais il l'avait construit dans cet univers-là, il était fan de la bande dessinée, et donc quand il a fait son proto, vous savez, les auteurs de proto choisissent des thèmes qui leur plaisent bien, on n'est pas obligé de payer la licence quand on fait un proto, donc il l'avait développé dans cet univers-là, il l'avait présenté, et puis après le jeu s'est construit autour de la mythologie nordique, avec Nidavellir, gros succès de Serge Laget, un jeu qui marche toujours très très bien chez Greux Games, et là en novembre, c'est un hommage que rend Greux Games aussi à Serge Laget en développant ce jeu-là, ce qui est un peu la suite, entre guillemets, parce qu'on est sur le game system de Nidavellir, dans un jeu qui est sensiblement différent malgré tout. J'ai eu la chance d'y jouer, c'est très chouette. Ouais. C'est une bande dessinée, donc pour ceux qui la connaissent pas, qui est co-créée par Nicolas Jarry et Jean-Luc Istin et éditée chez Soleil, qui est assez belle aussi. Hein. Moi, ça m'a donné envie d'aller lire la bande dessinée. Et donc, c'est un peu un hommage. Et ça a donné l'occasion de se souvenir du départ de Serge Laget. Et c'est assez émouvant de mener ce travail jusqu'au bout. Donc moi, j'ai très hâte de jouer à cette version-là. Ouais, c'est une bande dessinée qui a beaucoup de tomes. Qui n'est pas qu'une version, d'ailleurs, effectivement, qui est une nouvelle itération, on va dire. On enchaîne. Yes. Un jeu annoncé chez Origames qui s'appelle... j'ai pas la bonne... si. Un jeu annoncé chez Origames, c'est Hit Them All, qui sortira donc en 2024. J'ai pas la date exacte. Ça sera en avant-première à Cannes, par contre. C'est un jeu... je sais plus si c'est... D'un coup, j'ai un doute sur le coopératif. J'allais dire coopératif, mais peut-être pas du tout. Alors, c'est pas du tout coopératif. Je suis en train de chercher, parce que j'ai ma vignette, mais je suis envolé. C'est un jeu qui inverse en tout cas ce qu'on fait d'habitude, puisque cette fois-ci, nous allons jouer... Chaque joueur va jouer une horde de zombies et qui vont se jeter sur... une maison, un bâtiment, etc., pour manger le plus d'êtres humains possible. Voilà, donc on est vraiment on a inversé la tendance. On n'en sait pas beaucoup plus au niveau du gameplay. Moi, j'en sais beaucoup, parce que j'ai joué à ce jeu. Vas-y alors. Vas-y. Moi, j'y ai pas joué, moi. Je te coupe pas la parole, je te laisse dire. C'est un jeu qui est prévu pour mars 2024, donc ça va sortir très vite. Il sera présenté à Cannes, vous aurez l'occasion de le découvrir à ce moment-là, et le jeu va arriver dans les boutiques juste derrière. On a un grand plateau avec différentes pièces, et puis nous, on va tourner tout autour, et on va essayer de rentrer dans les différentes pièces pour pouvoir les attraper. Dès qu'il n'y a plus d'humains, la partie est terminée. Donc c'est simple, il y a beaucoup d'ambiance autour de la table, il y a un côté humoristique qui est très très fort, et
c'est vraiment chouette et original comme type de jeu, puisque ça inverse les rôles. Voilà pour It's Them All. J'espère que j'ai pas dit de bêtises, parce que j'ai pas révisé les règles juste avant, mais on a tourné une chouette vidéo. Ça nous arrive de dire des bêtises, oui, et puis on les corrige, c'est pas très très grave. On est sur du début de présentation. On est là surtout pour vous informer que ça arrive un jour. Très rapidement, là, celui-ci. Et c'est une grosse sortie, c'est important pour Origame, ce jeu-là. On y a joué avec Tiffany et avec Tatiana au chalet. Et c'était un très chouette moment. Et enfin, le dernier jeu à annoncer. Alors, j'ai mis français, mais en fait, je réalise que c'est francophone. Puisque Scorpion Masqué, c'est pas français. On peut pas dire ça. Donc, c'est quelque chose qui m'échappe. Mais on va dire dans la francophonie. Oui, bien sûr. Donc c'est Now qui sera d'ailleurs en présentation à Cannes. Vous pourrez y jouer. Qui arrive qui est coédité par Scorpion Masqué et Randolph. Et c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes de Silvano Sorrentino qui m'a l'air d'être tout à fait à la fois frénétique, chaotique et en même temps stratégique, où ça mélange un peu de stop ou encore. En gros, il y aura des cartes sur la table avec des valeurs assez hautes et vous aurez chacun votre deck de cartes et vous allez devoir simultanément tirer des cartes de votre deck, en fait, les faire défiler, les défausser, jusqu'à vous arrêter sur une des valeurs les plus proches pour vous d'une des cartes qui se retrouve au centre et vous allez dire Now. Et à ce moment-là, vous allez comparer. C'est celui qui sera le plus proche. Tout le monde s'arrête. Et c'est celui qui sera le plus proche qui va récupérer la carte concernée, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, bien sûr, il y a 3 cartes différentes. On a eu la chance d'y jouer aussi. C'est là, tu vois, sur les annonces, je suis content. Tu es en avance sur tout. Oui. C'est incroyable. On a reçu Joël Gagnon au chalet, qui est l'éditeur du Randolph et qui nous a fait découvrir ce jeu qui semble être un futur hit de l'été en réalité, parce que c'est ultra simple, chacun avec son petit paquet va vite égrener, il faut pas dépasser la valeur qui est indiquée sur le plateau, c'est-à-dire que si là on voit sur le dos de carte un joueur a le 108, il peut dire stop en disant je vais essayer de récupérer le 120 par exemple, je suis pas très loin, j'espère que personne n'a joué le 110, le 111, le 112. Et puis, comme on a partagé les paquets de cartes, on sait que ces cartes existent, on ne sait pas si on les a ou si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'on ne connaît pas le contenu de sa main, on a juste le paquet qui est posé, on va égrener comme ça. Le joueur qui a le 122 dans sa main, le joueur rose, mal joué, il va rien récupérer, il a dépassé la plus forte carte. Et puis, celui qui a le 93, il n'aura rien non plus, parce que le 120 va être gagné par celui qui a joué le 108, et le 84 va être gagné par celui qui a joué le 37. Ensuite, on va garder ces cartes devant nous. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a des cartes bleues et il y a des cartes rouges. Et là, il y a une carte qui est bleue et rouge, donc il y a un peu de joker. À la fin du jeu, on va regarder la différence entre les deux paquets de couleurs qu'on a fait. Il y a des petits traits sur le côté des cartes, et c'est cette différence qui fera votre score. Ok. Si on gagne. Non, ça a l'air rigolo. C'est vraiment le petit jeu de l'été. Le truc à glisser partout, ultra rapide, ultra dynamique. C'est prévu pour. Ça sort un peu avant l'été, du coup. Moi, j'ai trouvé la date d'avril 2024. Attention, les dates qu'on vous donne là ne sont pas forcément les vraies dates. C'est celles que j'ai repérées à droite ou à gauche en cherchant, en tapant sur Internet, en regardant dans les tableurs qu'on avait parfois. Des fois, c'est les bonnes dates et très souvent, vous allez le voir sur la rubrique des sorties. Ces dates sont adaptées d'une semaine sur l'autre. Ça peut évidemment varier et ça peut parfois beaucoup varier. C'est des indications. Et on va partir autour du monde. Ah, allez, hop, en voiture. Allez, en voiture, Simone. Là, j'ai moins joué au jeu qu'il va annoncer maintenant. Et là, il y a très peu de chances que tu y aies joué, oui, effectivement, et que qui que ce soit y ait joué d'ailleurs. Donc, on commence. Alors là, j'ai mis tous les pays dans le désordre. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop déconnant au niveau de l'énergie pour le voyage. On va commencer en Espagne. On part en Espagne et pardon. On va partir en Allemagne d'abord parce que sinon, ça nous fait faire un détour. D'accord. Et le crochet serait un peu ridicule. Moi, là, je suis en train de reprogrammer complètement la voiture. Super. Ouais, non, mais désolé. Change le GPS. On part en Allemagne avec une première nouvelle. C'est comme tu anticipes bien, Catan New Energies de Klaus et Benjamin Teuber, bien sûr. Et c'est toujours Catan, l'éternel Catan. J'avais envie d'en parler pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est illustré celui-ci par Yann O'Toole. Ouais. Donc là, on passe un cap sur l'illustration dans Catan. Ça rendrait le jeu presque intéressant en soi. Et donc, ça garde le même principe, sauf qu'il y a des nouvelles énergies, des énergies renouvelables et des énergies fossiles, et on aura le choix d'utiliser, vous l'imaginez bien, l'une ou l'autre des énergies. Bien sûr, certaines
plus rapides, plus efficaces, mais plus polluantes. D'autres, moins peut-être. Bon, vous avez compris, l'inverse, quoi. Et ça va rentrer en compte dans le déroulement du jeu. On garde les 2D de production hasardeux qui rend tout le monde fou. Et on va avoir juste en plus du jeu habituel, on va devoir gérer l'énergie. L'île a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, c'est illustré par Yann O'Toole. C'est assez rigolo. Raising Chicago qui sort chez Spielworks, c'est un jeu de Matt Wolfe, toujours en Allemagne. Et moi là j'en parle parce que c'est tout à fait le genre de couverture et de thème de jeu qui me fait envie. C'est illustré par Harald Liske. D'ailleurs, je me pose une Regardez question ce matériel de jeu. Je suis pas sûr que ça soit définitif à ce niveau-là, mais oui, non. Alors effectivement, j'ai mis ce matériel parce que c'est l'image qu'on a mais c'est la version prototype. On voit quelques images aussi du matériel définitif. Ce qui est dommage, c'est que je trouve que l'intérieur est un peu moins beau, un peu plus fade que cette belle couverture qui donnait un peu l'impression qu'on allait avoir quelque chose en 3D. J'ai l'impression que ça va être un peu plat. L'histoire autour de ce jeu, c'est simplement qu'on est au 19e siècle. Chicago était très ras du sol, on va dire. C'était pas du tout élevé dans les airs à cette époque. Et il y avait beaucoup de marécages et il y a eu des épidémies assez fortes et assez graves. D'ailleurs, en 1854, ils disent que 6% de la population est morte du choléra et à cause de cette hygiène déplorable. Et donc, il a été décidé de élever Chicago. On ne pouvait pas creuser des égouts dans Chicago, on devait les fabriquer au sol. Et donc, c'est pour ça que Chicago est une ville en hauteur, parce qu'on s'est mis à mettre les égouts au niveau du sol et d'élever les bâtiments au-dessus. Et donc, c'est ça que ça raconte. Et donc, vous allez fabriquer cette ville, créer cette ville. Et c'est un jeu, en gros, j'ai l'impression qu'on va poser de la tuile et qu'on va se placer sur des lieux où on va récupérer des ressources et évaluer les bâtiments qu'on aura construits. On n'en sait pas plus. On verra ça plus tard. On continue sur notre ligne. On va aux Pays-Bas. Et on va aux Pays-Bas chez Keep Exploring Games. Et c'est un jeu, alors là, je l'ai vraiment sélectionné pour vraiment sa couverture. Je la trouve super. Ça s'appelle Travelers Tokyo. Et c'est un jeu de Chris Backe. Et on va être dans Tokyo. Et alors, c'est rigolo, il n'y a pas que ce jeu qui utilise ce genre de thème en ce moment. Ça fait 2-3 jeux que j'entends faire ce genre de thème-là. C'est du tourisme. On va se promener dans un Tokyo qu'on voit quand même assez futuriste, avec des personnages. Mais Tokyo est assez futuriste, en vrai. Ouais, n'est-ce pas? J'y suis jamais allé. Mais là, c'est vraiment la version Blade Runner de Tokyo, avec des personnages où on voit qu'ils sont augmentés. Quand on zoome dans l'image, on voit bien, il y a des petites parties un peu cyborg sur les êtres humains. Et voilà, j'ai regardé l'image en détail, je la trouve assez dingue. Et en fait, on va se promener en utilisant le métro et en visitant des lieux. Et je ne sais pas exactement, encore une fois, comment va marcher le gameplay, mais on est sur l'idée, et il y a déjà un autre jeu qui est sur cette idée, c'est vraiment de faire sa visite, c'est-à-dire on va marquer des points en fonction des bâtiments qu'on verra, des objets qu'on aura ramenés de notre voyage, on se promène. Et c'est un genre on n'est pas très loin, je pense, du pick-up and delivery, mais c'est de l'exploration et du transport et du mouvement. Et j'aime bien ce plan de Tokyo, cette carte et ce plateau, moi, ça me fait très, très envie. Le jeu suivant, alors, on va aller cette fois-ci en Pologne. Alors, il y a 2-3 jeux cette semaine. Je me suis fait plaisir au niveau du matériel. Oui. Voilà, donc celui-ci s'appelle Speedport, de Paulina Opak, et c'est chez Ludo Ninja. Donc et en fait, je l'ai juste sélectionné à cause du matériel. C'est un jeu de dextérité dans lequel il va falloir le plus rapidement bien brancher les fils. C'est-à-dire que ça utilise, je ne sais pas si tu as juste une image du matos. Oui, voilà. Voilà. En fait, je cherche parce que j'étais parti sur un autre. Comme tu fais la liste dans le désordre, je cours de l'un à l'autre. Il y a un tout petit peu de temps d'attente, mais vous inquiétez pas, les images arrivent. Donc, vous avez devant vous, moi ça me fait rire parce que je pense que c'est des câbles, ils ont utilisé des câbles Ethernet. On reconnaît
la prise du câble Ethernet, mais ils ont pris des tout petits fils. Et en fait, vous avez vos 4 fils de couleur, vous avez votre petit plateau personnel devant vous. On retourne une carte qui vous montre un, un objectif à remplir. Il faut être le premier à avoir branché ses fils correctement. J'imagine que la dextérité vient du fait que les fils, bien sûr, vont se gêner les uns les autres pour pouvoir se déplacer et qu'on risque de faire des nœuds. Et surtout qu'on n'a pas le droit de débrancher. Donc la première manche sera peut-être facile, mais ensuite, on va retourner une carte et il faudra débrancher les fils qu'à ce moment-là. Donc pour être le plus rapide, ça sera. Mais est-ce que c'est rigolo ou est-ce que ça va juste être un. Moi j'ai envie d'y jouer. Là, rien qu'en voyant un matos, c'est le matériel. C'est le genre de jeu qui invente pas grand-chose, c'est le matériel qui fait tout, tu as raison. On a Drew qui nous dit dans les commentaires du chat, c'est le jeu pour former les futurs brasseurs de baies informatiques. On peut travailler chez Orange après, puis aller effectivement connecter les gens à la fibre. Ça a l'air super rigolo comme petit matériel. Je suis assez client, alors c'est le genre de jeu que je n'achèterai pas, mais je suis assez client de l'expérimentation. C'est à croiser dans un festival et faire une partie, ouais. C'est typiquement du jeu qu'on joue quand on le voit sur une table de festival en se disant allez, j'ai envie de jouer à ça. Moi, j'aime bien ces jeux qui repoussent un peu les limites. Je crois que c'est Ludovic Maublanc qui m'avait parlé d'un jeu qui avait eu au Japon où ça se jouait avec des vrais violons et il y avait des violons, des vrais violons par joueur. Donc c'est rigolo. Faut aller. Celui-là, il sortira pas en boutique, celui avec les vrais violons, mais peut-être que Speedport, oui. Le jeu suivant, on va en Arménie. Alors, c'est le siège. Là, je l'ai. Voilà, c'est le fameux Arménie parce que la maison d'édition a déménagé son siège social depuis la Russie. Maintenant, c'est en Arménie. Mais donc, ça me permet de faire à chaque fois d'annoncer des jeux en Arménie, ce que je trouve chouette, puisque finalement, le monde entier joue. Ça s'appelle Message in a Bottle et c'est de Urtis Soulinkas. Super boîte, super matériel encore. On a une très jolie petite boîte avec. Quand vous enlevez le bouchon, vous pouvez trouver la règle, quelques petits dés que vous allez remettre dans la boîte derrière, des jetons pour marquer les points de victoire. Et en voyant le matériel, il y a un petit côté Bugle, j'ai l'impression. Exactement. Et alors et là, je l'ai vraiment choisi pareil. Je me suis dit, mais il faut que les gens voient ce matos. C'est vraiment très, très beau. Et en fait, l'idée, c'est qu'on secoue la bouteille avec les lettres à l'intérieur et on pose la bouteille sur la table et il y a des lettres qui vont apparaître, qui seront sur le dessus, comme on le voit là sur l'image. Et ça va être le plus rapide à donner un mot dans lequel toutes les lettres sont concernées. Par exemple, là, on pourrait dire marbre. Oh là, je suis d'une efficacité incroyable. Waouh, comment t'as trouvé ouais. C'est marqué au-dessus, mais en anglais. Donc, on pourrait dire marbre. Et à ce moment-là, le premier qui le dit marque des points, récupère des... Voilà, c'est tout simple. Je trouve que le matos donne vraiment envie d'avoir ce jeu. Ça doit faire un bruit de malade, par contre, ça c'est sûr. Oui, après c'est le principe du jeu. Mais c'est les jeux de lettres, je me suis dit que ça plairait à Aline aussi. Donc, oui. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de lettres, alors est-ce que c'est maintenant que je traverse le monde entier pour aller au Québec? Oui, parfaitement, je vais aller au Québec pour un autre jeu de lettres à Montréal, plus exactement, un jeu de lettres de Thomas Dagenel-Espérance, qui, si je ne dis pas de bêtises, était l'auteur de Décrypto. Ouais. Donc là, encore une fois, j'ai pensé à Aline, qui aime beaucoup Décrypto. Oui, c'est son jeu préféré. Voilà. Et je me suis dit, là, je ne peux pas faire l'impasse sur ce jeu, je suis obligée d'en parler, du coup. Et donc, un nouveau jeu de lettres et de mots avec un pitch. Alors là, je n'ai pas encore compris comment ça fonctionnait au niveau du gameplay, mais le pitch, c'est on ne parle pas la même langue et je dois vous faire comprendre où je dois aller. Et donc, c'est un jeu qui se base sur l'idée de la barrière de la langue. Je vois Aline dans le chat qui fait « Iiii », donc elle est contente. Après, il fait des jeux très différents les uns des autres, puisque par exemple, c'est aussi l'auteur de Miller Zoo. Il a fait des jeux, je me souviens plus de toute sa liste de jeux, mais j'ai le souvenir d'avoir acheté des jeux sur son nom et d'avoir été plutôt déçu parce que ça ne me correspondait pas alors que j'avais adoré Décrypto. Donc ça ne signifie pas que c'est le même type de jeu, évidemment, que Décrypto. Bien sûr, c'est pas du tout ça. Mais là, comme c'est à nouveau un jeu de lettres, et puis j'aime bien, on a chacun son petit passeport, on a des petits personnages, ça a l'air mignon comme tout. Oui, après, il faut voir ce que ça donne au niveau du jeu. On suit ça de loin. Et enfin, je ne pouvais pas terminer sans, bien sûr, on arrive au Brésil. Et je crois que j'ai fait toute ma liste dans le désordre, mais je l'ai faite.
Ah non, oui, si, non, il y aura encore on retournera en Europe à la fin pour le retour avant d'en venir. Alors là, mais donc l'avant-dernier jeu, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à retrouver mes fiches. L'avant-dernier jeu, donc on part du Québec, on descend tout droit et on arrive au Brésil. Et là, ça me donne l'occasion de faire le Rainer Knizia petite du jour. rubrique. Mais oui. Le Knizia du jour, merci. Le Glyphos. Alors, j'ai bien aimé le pitch de ce petit jeu. C'est un tout petit jeu avec des cartes sur lesquelles vous allez avoir à la fois un symbole et une question. Vous allez mettre 6 cartes sur la table au début avec 6 symboles différents et vous ne vous occupez pas des questions pour le moment. Ça n'a pas d'importance. Vous avez 20 secondes pour les mémoriser. On va retourner toutes les cartes. Puis, on va retourner une nouvelle carte. On va mettre toutes les cartes vont être face cachée. On les a un peu mémorisées. Puis, on va mettre une nouvelle carte à la fin de cette ligne. Et là, on va s'intéresser à la question qui va dire, par exemple, où est-ce qu'il y avait un œil dans la liste? Est-ce qu'il y avait un symbole comme celui-ci dans la liste? Et où est-il? Et prenez-le. Voilà. Donc, il faut se souvenir de où il est, au joueur qui est actif. Il va prendre la carte. S'il se trompe, un autre joueur a le droit de tenter sa chance. S'il a raison, il prend la carte en question et la carte est remplacée par la carte qu'on vient de retourner et ainsi de suite. Et plus on va jouer, plus il va y avoir 2 cartes qui vont s'ajouter à la ligne. Je trouve le système assez malin. Comme toujours avec Rainer Knizia, il y a toujours une petite idée, un petit twist auquel on n'avait pas pensé pour jouer à parfois un système qui est ancien, le memory. Et ça, moi, parfois, je me dis, c'est vraiment un Knizia pour faire une rubrique Knizia. Ça, c'est un Knizia que j'aimerais bien essayer. C'est chez Paper Games et ça sort au Brésil. Voilà, et puis le dernier, là, cette fois-ci, on repart en Espagne. Voilà, on revient en Europe par le sud. Il s'agit de Mennefer, un jeu de German P. Milan. Donc c'est l'auteur de Bitoku, notamment. Oui. Et de Sabika, si je me trompe pas, c'est chez Ludo Nova. Donc c'est un peu la suite entre guillemets. C'est pas la suite, mais c'est dans le même esprit que Sabika et le même auteur, même genre d'illustration. On le voit, on dirait la couve de Sabika, nous dit-on dans le chat, mais tout à fait, c'est dans la même ligne. Je ne sais pas si c'est le même illustrateur. J'ai pas été regarder. Donc ça se passe en Égypte ancienne. On va Mennefer, en fait, c'est le nom de Memphis, la ville dans la ville de Memphis, mais pas le Memphis des États-Unis. et c'est le moment où c'est devenu la capitale de l'ancienne Égypte, vers 3050 avant Jésus-Christ, et on va développer la ville. Donc là, on est à première vue, il y aura du placement d'ouvriers, il y aura des pistes à faire monter, il y aura de la collection, il y aura du draft, il y aura plein de mécaniques qui vont nous servir à acquérir du savoir. On va vraiment vivre la vie, enfin on va faire un peu une simulation de vie dans l'ancienne Égypte, on va construire des sphinx. Voilà, dans l'ancienne Égypte, on construisait beaucoup des sphinx. Bah oui, tout le temps. Voilà, on va embaumer des corps, on va faire des offrandes aux dieux. Enfin voilà, la vie banale, la vie banale. Est-ce qu'on embaume un corps ou est-ce qu'on construit un sphinx? Ah, je sais pas trop. J'aurais plutôt envie de faire une pyramide. Voilà, c'était la vie quotidienne de l'ancienne Égypte. Mais ça, j'ai vraiment envie d'y jouer. Et c'est Laura Bévon qui illustre, qui était donc déjà l'illustratrice de Sabika, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, avec un très très beau travail. Et on a fait le tour du monde. Alors, on va découvrir, comme d'habitude, on a maintenant, comme d'habitude depuis quelques numéros, nos petits visuels et vous aviez la possibilité de faire vos stats également sur les jeux qui sortent cette semaine et de nous dire, alors c'est l'indice d'attente, ça ne signifie absolument pas que ces jeux sont bons ou mauvais, c'est pas ça du tout, c'est une sorte d'indicateur sur le buzz qu'ils ont généré ou peut-être également le public, la taille du public qui les concerne. Première sortie de la semaine, hop, je lance mon petit visuel. Nous avons, donc cette semaine, je redécouvre en même temps parce que je m'en souviens plus, 12 Cheap Trick. C'est un jeu qui est publié, donc qui sera proposé en français par BlackRock. J'ai envie d'y jouer à celui-là. Bah oui, c'est assez rigolo, c'est très malin comme jeu, c'est le genre de petit jeu il faut y jouer pour comprendre comment ça fonctionne exactement. On va faire des plis avec des jetons. Et seul le vainqueur du pli pourra stocker le jeton devant lui, et dès qu'un joueur a récupéré 4 jetons, la manche sera terminée, on va additionner tous ces points.
Il faudrait un petit côté 421, il ne faudra pas dépasser 21 points. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est assez malin, parce qu'on va essayer de choper des jetons pas trop gros, on va essayer de bien réfléchir. Il y a des couleurs qui rentrent en jeu, puisque les jetons rouges, on est obligé de les prendre avant les jetons bleus. Donc il y a plein de petits aspects comme ça qui sont très très malins. C'est hyper efficace, c'est vraiment... Le matériel correspond à l'usage qu'on va en faire derrière, puisqu'il y a un petit côté jeu de barre dans celui-ci. Et je regarde vos statistiques, vous êtes 53% à avoir très envie de jouer à ce jeu. C'est un gros chiffre, hein, je le précise, parce que évidemment tout le monde n'a pas envie d'acheter chaque jeu qui sort chaque semaine. 53% parmi les centaines de personnes qui ont participé au sondage, c'est très élevé. Donc il débarque avec un certain buzz. On enchaîne avec Age of Rome. Est-ce que tu y as joué, toi, Age of Rome? Oui, j'y ai joué à Essen. Je vais pas mentir, pour moi, ça a été une très grosse déception. C'est vrai? Age of Rome. Ah ouais, j'avais une attente assez forte parce que je trouve le visuel absolument magnifique. Et puis, c'est mon genre de thème, c'est la romantique. Ouais. J'aimais bien l'idée qu'en fait, il y a un plateau tournant et... en fait, il y a un plateau en 4 quarts et on est chacun à un coin de la table et on va jouer sur la partie qui est face à nous. Puis à la fin du tour, on va tourner d'un quart et on va jouer sur... on va changer d'axe. Et à chaque fois, on va soit choisir un nouveau lieu, placement d'ouvriers, soit on va utiliser ce placement d'ouvriers face au nouveau lieu. Et enfin, les nouveaux lieux qui ont été construits. Sur le papier, c'était plutôt très, très chouette. J'ai trouvé ça pas très agréable à jouer, assez méchant. Oui. Vous verrez pourquoi, parce qu'en fait, c'est un jeu où on peut vraiment agresser les autres. Et c'était assez gratuit comme façon d'agresser. On met une attaque et on décide sur qui on la déclenche quand elle tombe sur la personne qui nous intéresse. Et c'est le genre de jeu où on construit quelque chose. Donc, on construit son temple, on construit son quelque chose. Et d'un coup, on se le fait détruire. Où on peut pas faire grand-chose. Moi, j'ai fait effectivement, on ne devrait pas donner des avis aussi radicaux sur des jeux où on a fait qu'une demi-partie dans un festival. Nos avis. Non, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas le prendre mal non plus. J'ai pas beaucoup joué, je lui redonnerai une chance, ça c'est sûr, mais mon premier ressenti n'a pas été bon. Non, il ne faut pas qu'on ait peur de donner nos ressentis de manière générale, et vous en avez besoin aussi, donc c'est une curiosité, tiens, Pénélope n'a pas trop accroché sur sa première partie, elle y rejouera peut-être, voilà, c'est ça le message que l'on donne. Moi je l'ai au chalet, et j'ai pas eu le temps d'y jouer, et les semaines sont tellement intenses qu'il est là devant moi, je trouve le visuel assez chouette, moi j'ai envie de me ça m'invite, hein. Il y a une envie ludique, de voyage ludique dans ce jeu. Il y a des tuiles transparentes dans la version collector, ouais. Ah, bien sûr, c'est un jeu qui est proposé par Titotum Games à l'origine, c'est Don Panning Game qui le fait en version française, si je ne me trompe pas. Oui. Et je crois que dans la version publique, boutique, il n'y a pas ces jetons transparents à l'intérieur. Vous êtes 45% à avoir envie d'y jouer. On passe au jeu suivant. Il s'agit d'Apiari. Alors celui-ci, c'est une grosse sortie parce qu'en général, quand il y a un jeu qui sort qui vient de l'univers de Stonemaier Games, signé par Conny Vogelmann, publié par Matago dans sa version française et illustré par Quenchai Moria, ça fait plein de bonnes raisons pour se jeter sur le jeu, pour en faire une partie, pour le découvrir. Et en termes de sondage, c'est l'un des jeux sur lequel il y a le plus gros chiffre d'attente, 58%. Et j'en ai fait 2 parties complètes. Oui. La deuxième partie, tu peux nous donner ton avis cette fois-ci. Oui, là, je peux y aller. Non, alors c'est très, ça va être un jeu qui va être clivant. Moi, Marjorie a adoré. Donc voilà, on a joué toutes les deux parties complètes en live. Marjorie a vraiment adoré. Moi, je suis restée de marbre complet. J'ai beaucoup de mal à trouver du plaisir à jouer. Le jeu n'est pas mauvais, il fonctionne très bien, il est très beau, mais si j'ai du mal à prendre du plaisir. Donc pareil, j'ai envie d'y rejouer pour voir si mon sentiment va évoluer autour. Et j'ai hâte. J'ai eu la sensation qu'il y avait quelques combos très forts, difficiles à contrer quand on les rencontrait. Et que parfois, c'était des combos qui faisaient un peu... je vais me lancer juste là-dedans. Mais après, ça peut être apprécié par certains joueurs. Donc voilà, j'ai un vrai cas d'école avec ce Apiari que j'ai envie de rejouer parce qu'il m'énerve. Moi, j'ai envie de le découvrir, celui-ci. Je ne l'ai pas. Je suis très curieux de voir comment ça fonctionne. C'est absolument beaucoup incroyable. Beaucoup d'envie de jeu pour moi. C'est tous des jeux que je ne connais pas encore.
Semaine trop intense, trop difficile de trouver du temps pour jouer à tous ces jeux-là. Le suivant, c'est Coney. Alors je connaissais pas ce tout petit jeu dans lequel on va récupérer des cartes avec un thème animalier, comme c'est bien à la mode en ce moment. Je suis assez curieux de découvrir comment ça fonctionne, comme toujours. Alors je ne sais pas non plus, donc j'y ai pas joué. On peut juste vous montrer quelques visuels. C'est signé par Giampaolo Razzino. Et je crois que c'est publié en France par Happy Meeple Games. J'ai trouvé cette information quelque part, j'espère que c'est la bonne. Votre attente sur ce jeu-là, c'est vous êtes 38%. Alors il y a peu d'informations dessus, donc forcément, pour générer aussi une attente, pour générer du buzz, il faut avoir des informations. Vous voyez que je vous en parle, mais sans donner beaucoup de précision sur ce jeu. J'ai fait une tête, pardon, un peu, parce que je répondais à quelqu'un dans le chat. Ma tête n'était pas pour ce jeu-là. Je viens de voir, j'ai fait une petite grimace désapprobative parce que je regardais le chat. Le Coney, par contre, moi, ça me fait très envie d'y jouer parce que je sais qu'il y avait eu un autre jeu fait par cette maison d'édition juste avant qui s'appelle Hens. Et qui m'avait fait envie. J'en ai assez de rater ces jeux-là. J'aimerais bien. Oui, moi aussi. Moi, j'ai envie de jouer à tout, de toute façon. Je voudrais avoir un avis expert surtout. Alors, c'est pas une émission de critique, celle-ci. Là, on est vraiment dans une émission de news. La critique, d'ailleurs, on en manque un peu en ce moment. On aimerait bien en faire davantage. On y réfléchit. From the Moon, on l'avait annoncé il y a quelques semaines. En fait, c'est cette semaine qui sort. Donc, je vous remonte le jeu. On avait déjà donné votre stade d'attente qui est de 61% sur ce jeu-là de Johan Goupy et de Gilles Lafargue. Il arrive en boutique véritablement cette semaine. On vous l'avait annoncé trop tôt. Il y en avait 3 que j'ai annoncé un petit peu trop tôt. Kamicha, c'est un jeu, Le Jardin du Thé, un jeu de rôle. C'est notre jeu de rôle de la semaine. On incarne des aventuriers qui sont à la recherche du jardin de la divinité sur l'île du dernier sommeil. Voilà pour le pitch. Un jeu qui mélange exploration de l'île et intrigue au sein de l'unique cité insulaire. Vous vous en doutez, je suis en train de lire ce qui est marqué sur ma petite fiche. Donc moi, je ne connais pas spécialement ce jeu. L'attente est toujours un peu plus faible sur les jeux de rôle parce que ça concerne un public beaucoup plus restreint, mais 20% d'entre vous l'ont coché sur leur petite liste. C'est beaucoup en réalité pour ce type de jeu. Ouais. Ensuite, nous avons Elder Scrolls Skyrim, une grosse boîte de jeux qui arrive dans nos boutiques. Dans la galaxie Asmodée. Donc ça, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Skyrim. Là, cette fois-ci, on n'est pas forcément, c'est des adaptations, donc c'est très différent du jeu de rôle, mais il y a un côté bac à sable quand même dans ce jeu-là. Et j'ai il y a un côté aussi RPG dans le sens où on va faire un peu évoluer son personnage. J'ai très 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 envie de jouer à ce jeu. C'est vrai? Aucune idée si c'est bien. Ah bah oui, moi j'adore Skyrim. Ah bah j'adore Skyrim, mais du coup moi tu vois, j'ai peu d'attentes sur les trucs que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le jeu vidéo, mais est-ce que j'ai envie d'y jouer sur plateau ou est-ce que j'ai envie de refaire simplement le jeu vidéo et de jouer à complètement autre chose sur plateau dans un univers différent? Mais bien sûr le jeu vidéo. Après, si le jeu à chaque fois, du coup, ça me donne envie de relancer le jeu vidéo. Ouais. Mais j'aimerais bien un jour avoir un jeu vidéo qui se porte en jeu de plateau et dont je me dis, ils ont réussi à me. Ils ont un peu réussi avec Dorf Romantique pour moi. Et ça a été une réussite sur moi. Donc je me dis, si, quand même, moi, l'univers de Skyrim, si j'ai un peu les objets, le côté, je me fais une armure et tout sur un plateau et que ça marche, j'adorerais. Mais j'espère que c'est pas trop simple. Ensuite, nous avons, on l'avait déjà annoncé, Speech, on l'avait annoncé trop tôt également, c'est cette semaine qui sort, il y a une vidéo sur notre chaîne, vous pourrez le retrouver sur votre YouTube. Si vous voulez découvrir ce jeu, elle est cool cette vidéo, donc allez la voir, c'est un ordre. Vous étiez 27% à attendre ce jeu, j'ai pas donné les chiffres je crois sur Elder Scrolls, vous êtes 32%. C'est du jeu un peu expert. Tout ça, c'est des jeux qui concernent des niches, mais c'est pas les mêmes niches. Là, si on est dans l'impro avec Speech, dans Elder Scrolls, forcément, vous le savez, il y a peut-être les amateurs du jeu vidéo qui sont intéressés par ce jeu et ceux qui sont prêts à passer du temps autour de la table. On enchaîne avec Total Domination, on en a parlé la semaine dernière. C'est cette semaine qu'il sort. 20% à attendre ce jeu. On est rattrapé à chaque fois par. Oui, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc je ne m'attarde pas dessus. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. On arrive à la fin de cette rubrique des sorties. J'espère que j'ai rien oublié, mais c'est tous les jeux dont j'ai entendu parler. Et j'ai pas vu sortir de liste de boutiques cette semaine, donc du coup je me suis débrouillé pas mal tout seul à chercher chez chaque éditeur si chacun avait des annonces particulières. C'est toujours un petit jeu de piste, on n'est jamais à l'abri d'un oubli, ne nous en veuillez pas, si vous en repérez un, indiquez-le nous par contre dans les commentaires. On a terminé avec les sorties, c'est le moment maintenant des financements participatifs et du jingle.
On sent que ça se réveille, hein. C'est comme les annonces de jeux, vous avez vu, il y en a eu pas mal aussi cette semaine. Il y en a eu beaucoup dans une semaine où j'avais moins de temps et où ça a été plus intense pour préparer pour ces news. Donc, j'ai pas eu le temps de remplir notre tableau habituel. Ah oui, c'est pas grave du tout. J'ai pris des petites notes. Moi, j'ai pas eu le temps de préparer, donc je t'écoute complètement. Je me suis concentré sur la préparation des images et puis des sorties, qui me prend quand même pas mal de temps également. Et là, donc, je vais découvrir avec vous ce que tu as repéré. Ok, donc on a eu déjà, comme d'habitude, il y a quelques extensions dérivées, nouvelles versions qui sont sorties. Il y en a plusieurs. Je vais pas revenir sur tout. Notamment, il y a Tokyo Highway Rainbow City ou High Frontier for All ou Good Cop Bad Cop, la 4e édition. Voilà. Le seul dont je peux parler en connaissance de cause, c'est Earthbound Ranger, auquel moi j'ai pu jouer et qui a été et qui est sorti chez Intrafin et qui a été localisé. Enfin, c'est la version, n'est-ce pas? Voilà. D'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent, c'est comment ça se fait qu'il y a parfois c'est des reprints en fait. C'est ça qui va être ça va être à nouveau distribué en retail, j'imagine, par ce reprint. Donc c'est un reprint de Earthbound Rangers, qui est donc un jeu un peu dans l'esprit de Horror Arkham, le jeu de cartes, ou de Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. C'est des jeux où vous avez votre deck de personnages, de héros, où vous allez évoluer dans un monde. Alors celui-ci est particulier, c'est un jeu qui est assez éco-responsable, puisque tout fabriqué à partir de matériaux, si je dis pas de bêtises, recyclés ou fabriqués en Europe, etc. Avec un thème qui est aussi en alliance avec ça, dans un monde qui vit en harmonie avec les animaux, la nature et les humains. Mais il y a aussi tout un univers, et ça c'est vraiment la belle chose du jeu, c'est cette carte, tout un univers à explorer. On pourrait comparer ça à un genre de Zelda où on explore des lieux et où on va vivre des aventures, mais tout ça, notre deck va évoluer, on va affronter, on va avoir des choix. Et là, il y a une nouvelle extension dans ce très très belle boîte. Les illustrations sont extrêmement belles. Oui, c'est vraiment joli. On a envie de s'immerger dans le monde rien qu'en voyant les images. Le caisse c'est bien fait pour ça. C'est pas un caisse d'ailleurs, c'est un GameFound. Ouais, c'est vraiment, si vous aimez ce genre de jeu, c'est immanquable et c'est vraiment à jouer. Moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. Le seul truc, c'est c'est qu'il y a un vrai degré de difficulté pour rentrer dans ce jeu. La règle n'est pas simple du tout. À prendre en main, il n'est pas simple du tout. Je le trouve plus agréable que tous ces consorts en matière d'avoir l'impression qu'on peut arriver à faire quelque chose, parce que parfois Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est extrêmement dur, on s'en prend plein la figure et on a l'impression que c'est ingagnable. Celui-ci, on a un peu plus l'impression de vivre une aventure, une épopée où on est moins juste dans du mécanique, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre, c'est complexe et c'est pas voilà, ne l'achetez pas en vous disant un jeu mignon avec des jolies illustrations. C'est vraiment très complexe et à prendre en main et à amener sur une table. Mais là, de le revoir, ça m'a donné envie d'y rejouer. Donc, je vais peut-être reprendre ma partie, là où je l'ai laissée. Du coup, on passe aux projets qui sont plutôt des jeux tout neufs. Celui qui fait le plus... Voilà, celui qui fait le plus... parler de lui en ce moment et qui est le gros projet de la semaine, c'est Storm Raiders, qui est un jeu en fait dont on parle beaucoup et qui marche très bien, parce que c'est un jeu de Shem Phillips. Voilà. Shem Phillips, qu'on connaît pour les trilogies Royaume de l'Ouest, maintenant Tigre du Sud, à la base Pillard de la Mer du Nord, enfin Mer du Nord. Et donc, c'est cet auteur qu'on retrouve dans un jeu très différent de ce qu'il fait d'habitude, en vrai. D'habitude, il est éditeur, si je ne me trompe pas. Donc, il fait ses jeux, il les édite, il a tout il nous emmène dans des univers qu'on reconnaît à chaque fois. Là, cette fois-ci, on change complètement d'univers et puis de maison d'édition, parce que je n'ai pas l'impression que ça soit sa maison d'édition, Arcus Game, ou alors je ne sais pas. C'est chez New Zealand, donc je ne pense pas. C'est illustré par Dan Madgwick et Paul M. Tobin, donc c'est chez Arcus Games, comme tu l'as dit. C'est pour un 4 joueurs, des parties de 60-90 minutes à partir de 14 ans. On est dans un monde dévasté par le sable et les tempêtes. On est dans Mad Max, clairement. Et on va jouer des Raiders qui vont devoir chacun... En fait, on est en confrontation, c'est pas un jeu coop. Ça va être aux Raiders, le plus courageux, qui va affronter la tempête, affronter les sables, pour aller chercher finalement des ressources qui se trouvent perdues dans cet univers dévasté, afin de les livrer et de remplir des contrats qui sont aussi ailleurs dans ce monde. C'est un pick-up and delivery, c'est vraiment un pick-up and delivery,
Je vais chercher des choses quelque part pour les livrer ailleurs. Et avec un système un petit peu original où votre personnage, donc vous allez avoir un personnage type avec ses caractéristiques à lui, va avoir plusieurs véhicules à sa disposition pour circuler. Au centre du plateau, il va y avoir des dés qui vont être lancés. On va drafter ces dés. Là, on le voit à l'image sur la vidéo. On va drafter ces dés pour les placer sur notre plateau sous nos véhicules. Et en fait, on va activer les véhicules qu'on a envie d'utiliser, un petit peu à la manière de Scotland Yard, où on prenait soit le taxi, soit le métro, soit le... Bah là, on va soit prendre la voiture, soit l'avion, soit un sous-marin, ce qui va nous permettre d'emprunter certains chemins, puisqu'il y a des chemins qu'on peut faire en voiture, mais il y en a qu'on ne peut faire qu'en sous-marin, bien sûr. Hein, on ne peut pas prendre la voiture pour passer sous l'eau. Et donc, ça va être activer les bons véhicules au bon moment. Avec des petites règles, bien sûr, au moment de la pose du dé, où on ne pourra se déplacer que si le dé est de valeur supérieure au dé précédent, avec des effets sur les dés quand on les pose, avec des dommages qu'on risque de prendre. À chaque fois qu'on va passer certains dés, on va prendre un dommage et le véhicule va être endommagé. On va pouvoir se reposer pour réparer les véhicules. Voilà, donc c'est un jeu autour d'un système finalement assez simple, mais sûrement avec des idées originales, comme Shem Phillips sait en faire. Et puis, il y a cette tornade, on voit ce gros truc qui bouge sur le plateau en tournant. C'est la tornade qui sera en 3D. Ça a joué à Paris Ludique, ça, hein, parce qu'avec le sable qui vole vraiment autour de la table, ça sera super. Pour être en immersion. Et qui va embarquer avec lui, donc voilà, le sable qui fait des dommages et qui éventuellement embarque avec lui le matériel. La bande, je trouve que la vidéo est super. Ouais. Voilà, avec mes commentaires à vocaux par-dessus, je trouve que du coup, c'était très parlant. Parce que parfois, je trouve que ces vidéos, parfois, les visuels sont bien, mais on comprend rien. Quand on écoute, on est là, je comprends pas. Ils me disent le thème, mais je comprends pas ce qui se passe. J'espère que c'était assez clair. Au niveau du... Oui. Voilà. Au niveau des idées qui sont dites aussi, c'est qu'il y a très peu d'actions. On aura 2 actions par tour et il y aura seulement 6 tours. Donc ça va aller très vite. Moi, j'aime bien, c'est des jeux où il y a de l'optimisation qui rentre en compte. Et à chaque action, ça sera drafté un dé. Ça se termine le 16 février. Ça, c'est à 57 € le pledge de base, 116 € le all-in, 15 € à peu près le shipping. Et je ne sais pas s'il y a une version française. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder. Et moi, ça me fait envie. Je pense que j'attendrai la version boutique, que je ne vais pas me jeter sur le pledge, mais j'espère qu'il y aura une version boutique un jour, parce que je déteste pas, moi, le pick-up and delivery, donc s'il arrive à être un peu moi, j'aime bien ça, renouvelé. mais c'est souvent en fait une mécanique qu'on rapproche, qu'on colle sur des jeux très familiaux, le pick-up and delivery, donc avec une part de hasard qui ne convient pas forcément à tout le monde. Donc c'est rare que je trouve mon compte dans ce type de jeu. Mais par contre, j'adore la mécanique de base, ça me plaît beaucoup. Alors attention, hein, on est sur un jeu de 60-90 minutes, à partir de 14 ans. BGG dit 2,33 sur 5. On est dans du jeu... familial initié, ouais. On n'est pas dans du jeu complexe. Il y a un ton à l'américaine un peu dans le matos, donc on peut se dire, bon, est-ce que c'est celui qui va me convaincre ou est-ce que je vais rester sur Edge of Steam? Voilà, exactement. Et c'est pour ça que c'est surprenant venant de Shem Phillips, qui nous habitue plutôt à une surcharge de complexité, et là, pas du tout. Donc ça, c'est effectivement le gros projet de la semaine. J'ai mis en projet quand même à souligner qu'en ce moment, parce que ça existe et parce que c'est important, il y a Dice Tower qui a lancé son Kickstarter pour le financement de leur chaîne, comme chaque année. Oui. Et c'est quelque chose qui se fait, qui marche très très bien pour eux. Là, ils ont déjà soulevé 281 000 €. Alors, je pense qu'ils veulent plutôt des dollars, mais ça nous est traduit par Kickstarter, converti par Kickstarter. Donc, effectivement, ils lancent ça chaque année, leur projet pour pouvoir financer leur chaîne. Ils ont choisi un modèle économique qui est assez valeureux, parce que c'est les abonnés qui font fonctionner cette chaîne essentiellement. Ce n'est pas que les abonnés, hein. Ils organisent également des événements très régulièrement, ça fait partie de leur moteur de financement, et ça leur permet de pouvoir proposer tout ce qu'ils font avec une indépendance qu'on leur envie également. Nous, on y réfléchit, hein, ce genre de choses aussi. On réfléchit à faire des financements participatifs. On ne l'a jamais fait jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas non plus la base pour pouvoir le faire. Ce n'était pas forcément pertinent dans un premier temps, mais c'est le genre de modèle c'est vraiment un modèle, oui. Je pense. J'en profite à chaque fois que je vois ce genre de... Enfin, je profitais aussi de ce financement pour ressouligner le fait, encore une fois, qu'effectivement, si une chaîne n'est pas financée par des collaborations commerciales, elle a besoin de
vous. C'est-à-dire que ça ne peut pas, c'est impossible de faire tenir sur la durée Oui. une chaîne avec un contenu riche et critique et beaucoup de contenu, et surtout beaucoup de contenu divers et aussi avec une primeur, c'est-à-dire que pas seulement des jeux qui arrivent 6 mois après qu'ils soient sortis. Euh, Ça demande de l'argent, c'est pas gratuit, c'est pas Non, non, possible de non. Et faire puis une chaîne ne fonctionner peut ça sans pas, argent. aujourd'hui, dans l'état actuel, peut pas vraiment complètement être financée par des collaborations commerciales. Nous, on en fait très souvent sur YouTube, essentiellement. Ça ne On n'en suffit fait pas. pas vraiment sur Twitch. Et on fait beaucoup de Twitch, c'est l'essentiel de ce que l'on fait aujourd'hui. Ça ne finance pas vraiment, en fait. C'est juste, ça n'a Mm. rien de sale, hein, des collaborations commerciales. Ça permet de vous présenter des jeux de manière propre, intelligente, en pouvant y consacrer du temps. C'est quelque chose qui se rajoute et qui est intéressant. Par contre, tout ce qui est critique, tout ce qui est ce qu'on adore, hein, ce que vous aimez bien aussi, vous, quand vous regardez ces émissions-là, tous les contenus auxquels on tient, qui sont très différents finalement des financements qui sont réalisés avec les éditeurs et les distributeurs, ces contenus-là ne sont pas financés par les autres. On le fait nous-mêmes pour nous faire plaisir, et il y a besoin d'un modèle économique au-dessus également. Alors, est-ce que tu voulais nous parler d'autres jeux sur Kickstarter ou... Rapidement, j'ai vu. Bon, après, Ethereum c'est un financement qui est en cours, mais comme j'accroche pas tout à fait au On n'est pitch, pas donc je obligé, suis pas oui, bien sûr. sûre, voilà. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'autres jeux qui m'ont accroché. J'ai vraiment accroché D'accord. à Storm Eh Raider ben, on arrête cette là, semaine. sur cette Je rubrique de pense qu'on Kickstarter. peut. Oui, Sauf parce que... si quelqu'un dans le chat a vraiment envie qu'on parle d'un jeu, mais les autres, vous verrez, Ethereum est un jeu où on peut explorer un monde en 3D avec où on va programmer ses actions et on va récolter des ressources. C'est bien aussi d'en parler, hein, on va récolter des ressources et on va essayer de remplir des contrats avec de la programmation d'actions sur son petit plateau personnel. Le matos, c'est très très beau et très engageant. J'avoue qu'après avoir regardé la vidéo de gameplay, je me suis dit, ça m'a l'air un petit peu tout ça pour ça. Voilà, un petit peu, beaucoup de matériel et quelque chose de très impressionnant, mais pour quelque chose qui n'a pas l'air d'être très différent de ce qu'on fait d'habitude, où je me déplace, je récupère des ressources, je paye en ressources le contrat sur il faudrait que j'essaye pour Mais oui, bien vraiment me sûr. faire une idée. Et puis là, moi, Et j'ai pas préparé spécialement cette rubrique-là cette semaine, donc je te fais confiance. Et là-dessus, bah, forcément, on a aussi nos coups de cœur perso, on a des jeux qui nous intéressent plus particulièrement, on n'a pas toujours les mêmes goûts, c'est l'intérêt de faire une émission à plusieurs. Donc on sélectionne énormément, il y a beaucoup de projets qui se présentent à chaque fois, mais pour bien en parler, parfois, il faut aussi avoir envie de se plonger dans ces différents projets-là. Ethereum, effectivement, en plus, c'est proposé le en français, il prix y a une est... version française sur celui-ci. Ouais. Et en plus, mais c'est un jeu français, je crois. Et en plus, le jeu est à un prix qui est à 59 € pour le prix de base. Et j'ai peur que ça soit un peu cher pour Ah un bon? jeu avec ce gameplay-là. D'accord. C'est pas très cher pour le matériel, on le voit, mais j'ai pas l'impression que le gameplay soit assez riche pour justifier ce tarif. Donc, j'ai l'impression que ça peine un peu à être financé. Oui. C'est à un tiers de son financement à 14 jours de la fin. Et allez vous renseigner parce que c'est toujours intéressant et on n'est pas là pour casser les projets, Ah bah non, hein, c'est pas du non, tout non, ça non. l'idée. Mais c'est très joli. Mais Le matériel est vraiment, c'est joli. Les graphismes sont plutôt chouettes. Je suis pas sûr que tu nous l'aies bien vendu ce matin, mais bah mais oui, non, mais après très c'est curieux aussi de découvrir. Mais j'ai pas pu m'y attarder. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment cette semaine, c'était trop compliqué. Sur le jeu suivant, c'est Future Heroes. Là, c'est un jeu qui est un trick-taking board game. En gros, c'est un jeu. Moi, j'ai trouvé que c'était dans le même esprit qu'un Shoten Toten, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'affrontement avec 3 arènes au centre. On retrouve un peu ce genre de configuration. Et pour moi, c'est pas vraiment, enfin dans ce que je regarde, ça me donne pas la sensation d'un jeu de pli. À son tour, on va pouvoir soit défausser une carte pour en prendre une autre, soit tirer une carte du deck des événements afin de déclencher son effet, soit, je pense, jouer une carte. Mais ça a l'air d'être très léger, rapide. C'est un petit jeu, très petit jeu qui m'a l'air de vouloir aussi être un peu dynamique, un peu dans l'esprit des Here to Slay, ces jeux avec des héros et des effets assez rapides et des parties assez rapides. Voilà, du coup, le pledge est à partir de 25 € la petite boîte de base et ça monte. Je regardais s'il y avait je l'avais noté. Ça sera livré en juillet 2024 et ça se termine le 18 février.
Et ça, c'est un autre projet. Mais voilà, ça m'a pas accroché plus que ça non plus. Vraiment, le projet pour moi cette semaine qui était à retenir, Oui, c'était Storm Raiders. ok. Et ça, c'était les 2 projets qui sortent un peu leur épingle du jeu et sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Mais moi, ça m'a pas plus accroché que ça. Voilà, c'était notre petite rubrique sur les financements participatifs. On essaye de suivre systématiquement. Selon les semaines, on est plus ou moins hypé et on partage ça avec vous. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission, mais juste avant de conclure, comme chaque semaine, on jette un petit coup d'œil aux vidéos qu'on a réalisées sur nos chaînes respectives. Tu en as diffusé une seule cette semaine? Oui, la semaine a été un peu j'ai été un peu occupée à autre chose. J'ai pas eu le temps. Mais je suis déjà contente d'avoir publié cette vidéo parce que c'était une assez grosse vidéo à tourner. Sur les jeux que tu attends le plus en 2024. Tu as l'air paniqué sur cette vignette en disant « Oh mon Dieu, 2024 !» Incroyable. Non, mais c'est parce que je fais jamais des bonnes têtes pour les vignettes. Il faudrait que je pense à faire... J'ai l'impression que les gens, ils font la tête de vignette à part et ils font ça super bien sur les autres chaînes. À part chez vous, parce que je sais que vous êtes super tout court. Non, du tout. Je regrette à chaque fois, je me dis, il faudrait qu'on les fasse à part. En fait, Aline vient au début de chacun de nos tournages avec l'appareil photo, elle prend en photo pour les réseaux sociaux. Je pourrais utiliser ces moments-là. Souvent, j'ai déjà lancé la caméra. Le problème, c'est que on regarde pas l'objectif. On regarde de côté vers Aline. Je peux pas l'utiliser en vignette, alors que là, c'est des bonnes attitudes qui sont bien choisies. C'est plutôt chouette. Donc, du coup, je cherche et vous avez des vignettes un peu plus authentiques sur ce qu'on est en train de faire pendant la partie. Donc cette vidéo, tu nous parles des jeux que tu as préférés, c'est une longue vidéo? Voilà, en fait, c'est pas du tout le jeu. Enfin, pour la plupart, c'est des jeux auxquels j'ai pas joué et c'est les jeux que j'attends le plus, à la fois en français, dont je sais qu'ils vont sortir en français, mais aussi les jeux dont j'attends la sortie à l'étranger et donc que j'ai envie de jouer à SN, dont j'espère parfois une localisation et donc et il y en a une trentaine. Je crois que je parle d'une trentaine, quarantaine de jeux. Comme d'habitude, c'est un exercice que j'aime bien de parler de plein de jeux. Moi, je suis pas là pour faire des tops, je suis là pour faire allez, on fait la liste des courses ensemble. Moi, c'est ce que je préfère faire. Alors, sur notre chaîne, vous avez eu la semaine dernière World Wonders qu'on a diffusé depuis la dernière vidéo news. Cette partie qu'on a jouée avec Philippe de Super Meeple, très chouette moment, avec cette vignette où on serre la main qui est à un moment de la fin de partie. Ça ne dit pas du tout qui a gagné, mais c'est sympa aussi de montrer le côté humain qui est toujours derrière. Tu es très drôle sur cette vignette. Je suis très quoi? Tu es très drôle sur cette vignette. Je sais pas, tu as l'air tellement content ou félicité d'avoir remporté un prix. C'est ça, les moments qui se passent au chalet, on est heureux, on passe des bons moments ensemble. Je pense qu'on voit sur nos visages qu'on s'amuse et qu'on est heureux de se retrouver également. Et je suis très content de cette vignette parce que je ne sais pas si elle est vendeuse. Je ne sais pas si les gens vont plus cliquer sur la vidéo parce qu'ils nous voient. Elle a fait un bon score, celle-ci. Mais c'est les moments qu'on vit ensemble. Nous avons diffusé également cette semaine hier Point City, le jeu avec Sylvain sans barbe. Ça choque tout le monde. Tout le monde me dit mais c'est bizarre, Sylvain n'a pas de barbe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est le nouveau D'un coup, Sylvain. ça le change beaucoup. Ouais, non, je pense qu'il va se refaire pousser la barbe, nous a-t-il dit. Il me dit, je suis pas convaincu. Je sais rien, je sais pas. Il change, lui, régulièrement. Et donc, on a joué à ce jeu, on a mis un enjeu de dingue dans cette partie, on a décidé de mettre en jeu une ville carrément. C'est au début de la vidéo, on a improvisé le truc à deux. À un moment, je lui propose, et si on gagnait une ville? Ok, donc lui, Sylvain, il joue pour la ville de Brive. S'il remporte la partie, il repart avec la ville de Brive. Alors, on a dit qu'on ne le disait pas aux habitants de Brive, faut pas qu'ils aient peur, mais nous, on sait qu'on est les propriétaires de la ville. Et moi, je jouais pour la ville d'Ornans. Si vous regardez la vidéo, vous saurez qui a gagné une ville. Et faites ça chez vous. C'est mes origines, Brive. C'est mes origines. C'est rigolo. Ça met un enjeu dingue. Je suis de Brive-la-Gaillarde. Exactement. Les vidéos qui arrivent cette semaine, nous avons Cascadia Paysage. Alors on est concentré sur cette vignette, sur le jeu, sur les objectifs pour pouvoir remporter la partie de Cascadia. J'étais très content d'y rejouer. Moi, c'est un peu mon type de jeu. Je trouve pas que ça soit un grand Spiel des Sierras parce qu'il a gagné le Spiel Cascadia. Je trouve pas que ça soit un jeu qui peut-être restera dans 15 ans, mais j'aime bien, moi, ce genre de petits jeux de puzzle. On est tout à fait dans une catégorie où même avec les jeux plus dispensables, je passe de très bons moments, donc j'étais ravi de pouvoir tourner cette vidéo avec Sylvain sans barbe. Ouais, elle est super, cette vignette. Du coup, on voit moins Sylvain sans barbe. Oui, exactement. Et puis, 12 Chip Trick, 12 Chip Trick, je mélange. C'est ce jeu-là qui paraît cette semaine, qui sort. On vous diffuse également la vidéo dans les jours qui viennent avec Gaëtan et avec Aline. Je la boucle aujourd'hui, je l'envoie à l'éditeur et on la diffuse dès son retour. Voilà pour les vidéos de notre chaîne et celles qui sont déjà diffusées et celles qui vont arriver.
On arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Et voilà, Pénélope, on a réussi. On va dormir un petit peu maintenant. Après Bon, allez, cette je vais me semaine coucher. Moi, je vais me intense. coucher jusqu'au Voilà, on va se 29. coucher direct. Puis après, je vais m'emmurer jusqu'au résultat, tout Ah ouais. ça. Hein. Faut Donc, qu'on prépare les janvier d'or. C'est terminé, l'As d'or, tout ça. T'as juste à choisir ta robe de soirée, mais sinon, c'est fini. Ah, On se donne rendez-vous. il y a Aline derrière qui fait des suggestions, je le sens. Pas du tout. Pas de robe. Bah si, écoute, ça a été annoncé, il faut être bien habillé pour Oui. venir sur... Mais non. Aline me dit que j'ai pas mis la vignette de l'émission qu'on fait demain soir avec Jube et Jérôme qui viennent au chalet, mais je sais pas où tu l'as mise, Aline, je suis sur mon... Ah si, là voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Elle sera pas au bon format, je suis désolé parce que c'est pas le format de l'émission. C'est... Hop, je vous montre, regardez, c'est tout cassé. C'est pas le format des actus ludiques, celui-ci. Les jeux à thème pirate, on va parler de pirates. Oh, trop bien. Vous allez parler de Dead Reckoning? On va parler de Dead Reckoning, c'est un peu... C'est pas vraiment de l'actualité du moment, mais c'est l'une des actualités. On s'en contrefiche, c'est bien de parler de pas que... Mais oui. Là, j'ai pu y jouer, du coup, je trouve ça super. Dead En Reckoning. thème pirate. Ouais, c'est chouette, ouais. Donc voilà, c'est l'émission de vendredi soir. On fait des émissions aussi en soirée, en après-midi. Pas assez à mon goût, parce qu'on aimerait bien de temps en temps faire tout ce qui est critique, tout ce qui est jeu. Ça manque un petit peu sur la chaîne, mais on y travaille, sachez-le. Ça reviendra très rapidement, on réfléchit à tout ça, on fait intervenir pas mal de monde sur un monde de jeu, et on est très content des projets qu'on a en cours. C'est la fin de cette émission, on vous donne donc rendez-vous très bientôt pour tout ce qui se passe sur nos chaînes YouTube, mais également sur Twitch, puisqu'il y a des émissions un peu tous les jours, actuellement. Je pense que tu vas reprendre les rênes également, Pénélope. Des émissions, des lives. Oui. Et bah oui, hein, bien sûr, mais... Je vais te prendre court, là. Non, j'ai hésité à ne faire aucun live jusqu'au résultat. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Après, une petite pause, ça fait pas forcément de mal, mais pourquoi pas. Mais, il y a Squeezie qui fait une pause, là, actuellement. Tu peux suivre Squeezie. Non. C'est pas le projet. Non. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt et on vous dit à tous, on souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Ciao.